général, enfin, Monsieur le Président, en général, Messieurs les généraux, Mesdames, Messieurs. D'abord, je suis très content de me retrouver ce soir ici, malgré les conditions météo un peu défavorables, c'est vrai. Mais je suis très content parce que, d'une part, c'est pour l'IHEDN et d'autres, et je salue ici, et je remercie ceux qui nous accueillent. Mais l'IHEDN, comme on vous l'a dit, moi j'ai une grande fidélité plutôt pour l'IHEDN, parce que c'est vrai que dans ma carrière, j'ai été à l'IHEDN avant vous tous, que moi, pour ceux qui ont fait l'IHEDN, je suis de la 40e promotion, je suis tranquille, je suis le plus vieux, il n'y a pas de problème. Hein, mais derrière, si vous voulez, j'ai continué depuis cette époque-là, pratiquement tous les ans, à travailler pour l'IHEDN en faisant des conférences pour les participants, les auditeurs, en particulier, comme ça a été rappelé, dans l'intelligence économique. Et ce qui fait que donc j'ai un lien vraiment très particulier avec cette école depuis très longtemps. Alors, aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler un peu de ces rapports de force, ces rapports de puissance qui sont en train de bouleverser et qui vont bouleverser le monde. Mais avant de commencer, je voudrais quand même préciser deux choses. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais certains d'entre vous ont dû entendre parler de ça. Certaines personnes n'ont pas hésité à me traiter d'agent de Poutine en France. Bon, alors, je voudrais quand même préciser les choses tout de suite. D'une part, ce que je vais vous dire aujourd'hui, parce que c'est ça qui m'intéresse, moi je suis un homme d'intelligence économique, un homme de renseignement, c'est-à-dire j'aime pas parler pour ne rien dire. J'aime parler sur des faits. Donc tout ce que je vais vous dire aujourd'hui repose sur des faits. Et ça, j'insiste là-dessus. Parce que ce que je reproche beaucoup actuellement aux médias en général, c'est qu'ils ne s'appuient pas sur les faits, on est dans l'émotionnel, alors qu'au niveau international, il faut être dans le réel absolu. Parce qu'il ne faut pas avoir de sentiments. Comme disait le général de Gaulle, et avant Louis Churchill, et avant Churchill d'autres encore, hein, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des partenaires, et méfiez-vous de nos alliés. Et je crois qu'à partir du moment où on commence comme ça, on commence à être un peu plus clair. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, donc oublions l'émotionnel, oublions le sentiment qu'on peut éprouver. Moi aussi, j'éprouve des sentiments forts quand je vois les malheureux qui se font tuer en Ukraine, hein, aujourd'hui dans des conditions terribles. Bon, on ne peut pas se réjouir de voir un pays européen dans lequel il y a une guerre comme on croyait qu'il n'y en aurait plus, en tout cas dans nos pays. On ne peut pas se réjouir. Et on ne peut pas se réjouir quand en plus on sait ce qui va se passer avec l'hiver et tout ce que ça peut représenter pour les militaires et la dureté du combat en hiver. Donc on ne peut pas se réjouir de ça. Mais il ne faut pas pour autant tomber dans l'émotionnel et verser une petite larme parce que nous sommes face à des rapports de puissance. Et c'est là-dessus que je voudrais insister et en vous donnant un certain nombre de choses. Ce qui est très... Si vous voulez, sur l'Ukraine, je pourrais en parler, il y aura une table ronde, on pourrait l'évoquer aussi. Moi, ce n'est pas un problème de vous parler de l'Ukraine et vous expliquer un certain nombre de choses sur l'Ukraine. Mais qu'il faut savoir, pour bien comprendre ce qui se passe vraiment là-bas. Mais le problème, il faut le passer... Commençons par le regarder à un niveau beaucoup plus important. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Quand vous regardez... Après l'invasion de l'Ukraine par Poutine, par les troupes russes, cette déclaration de guerre imprévue, on y reviendra, mais qui a été faite par les Russes, convaincus qu'ils allaient gagner en 3 jours, d'où la première stratégie russe, d'envoyer une colonne de chars vers Kiev, une opération aéroportée sur un petit aéroport qui est à côté de Kiev, hein, et pensant qu'en 3 jours, tout allait se terminer. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Au bout de 2 jours, les Occidentaux, convaincus que l'Ukraine allait tomber, ont dit, comme on fait toujours dans ces cas-là, on dit au chef de l'État, donc à Zelensky, si vous voulez, on vous envoie un hélicoptère pour vous exfiltrer. Et Zelensky a répondu, comme à une époque, j'avais connu Idriss Déby, le patron du Tchad, qui avait répondu la même chose aux Français. Hein, il leur a dit, j'ai pas besoin d'un taxi, je reste. Idriss Déby, si vous vous en souvenez, quand il était le patron du Tchad, avant de se faire assassiner dans des conditions un peu spéciales, mais Idriss Déby, patron du Tchad, était encerclé par les rebelles Toubou,
à 1 kilomètre, il n'y avait plus que lui et quelques hommes dans la citadelle présidentielle, je dirais, et les Français lui ont dit on vous envoie un hélicoptère pour vous sortir. Et Déby a répondu je suis un soldat, et un soldat meurt avec ses troupes, donc je ne partirai pas. Et je me souviens même du général Georges Lin, chef d'état-major de l'armée, des armées, qui dans la réunion on a entendu ça au micro, a dit je salue celui qui va mourir. Ben, il n'est pas mort, Déby, parce qu'on a réussi justement à trouver des solutions. Je vous raconte ça pour vous dire qu'il faut bien regarder tout ce qui se passe. Zelensky, qui était un acteur de bas niveau, enfin un comique manipulé par les oligarques, ce jour-là, en disant non, s'est révélé un chef de guerre. Et ça a complètement changé le sort de la guerre. Parce que les Russes se sont plantés dans leur estimation. Kiev n'est pas tombé, parce qu'il est resté, Kiev n'est pas tombé. Du coup, la colonne de chars qui avait été lancée imprudemment en plein dégel, donc ils ne pouvaient pas sortir des routes. Parce que c'est ça l'histoire. On a dit ils sont nuls, ils restent sur les routes. Non. Ils sont restés sur les routes parce que comme c'était le dégel, eh bien, les chars ne pouvaient pas sortir des routes sans s'embourber. Et du coup, quand vous êtes sur une route, on vous tire dessus. Mais je vous raconte ça pourquoi? C'est pas pour vous dire le dessous des cartes, encore qu'il y a beaucoup à dire sur beaucoup de choses comme ça, mais pour vous dire que qu'est-ce qui s'est passé après ça? Après ce choc énorme de l'invasion de l'Ukraine par les Russes, les Européens, incités par les Américains, décident de faire des sanctions. Pas de problème, on a l'habitude, on avait déjà fait en 2014 et en 2015, à l'époque de la prise de la Crimée. Donc, on fait des sanctions. Et jusque-là, vous me direz, tout est normal. Maintenant, regardons au niveau mondial ce qui s'est passé. Car c'est là le premier signe très fort du changement que nous sommes en train de vivre. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, tout le monde, tous les pays du monde, pratiquement suivaient les instructions des Européens et des Américains. On disait, il y a sanctions, tout le monde disait, j'applique les sanctions. Et là, patata, tout le schéma s'effondre, car nous découvrons, après la première et la deuxième vague de sanctions, que la majorité des pays dans le monde, pour ne pas dire la quasi-totalité des pays dans le monde, en dehors de l'Europe, des États-Unis, du Canada, de l'Australie, du Japon et de la Corée du Sud, eh bien, en dehors de ces pays-là, les autres refusent d'appliquer les sanctions décidées par les Occidentaux. Fondamental. Pour la première fois dans l'histoire depuis très longtemps, et on va revenir à l'histoire, pour la première fois, la majorité des peuples du monde nous disent non, on n'est pas avec vous. Alors bien sûr, ils ne sont pas en guerre contre nous, ils disent on reste neutre. On compte les points. Et comme me disait une de mes amies, une Sud-Africaine qui a été, je la salue encore à chaque fois parce que c'est une grande dame, qui a été l'avocate de Mandela, de Nelson Mandela, et elle me disait, quand il y a eu le début de la guerre, je l'ai appelée, je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses, toi, en Afrique du Sud? Elle m'a dit, tu sais, c'est une guerre de blancs, entre des blancs, les blancs russes, les blancs américains, les blancs européens. Eh ben, pour une fois, vous tapez dessus entre vous, c'est formidable pour nous, on va vous laisser faire. Et là, il y a problème. Là, il y a problème. Parce qu'alors, derrière, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'ils prennent conscience qu'en définitive, sans se consulter, la plupart des pays du monde refusent de nous suivre. Alors, quand vous regardez, alors on va regarder les organisations, si vous voulez. L'OTAN c'est clair, hein, c'est les pays européens et les États-Unis. Donc là, il n'y a pas de problème, on est entre nous. Mais quand vous regardez derrière, à l'ONU, au Conseil de sécurité, du fait du veto russe et du veto chinois, on ne peut pas faire passer une seule mesure normale. Hein? Donc l'ONU est bloquée. Et alors on vous dit, mais on va faire des votes. Alors on a fait un vote, effectivement, un vote contre l'invasion. Et la plupart des pays du monde ont dit oui, on n'est pas d'accord, on vote contre l'invasion, parce qu'on n'est pas d'accord avec l'invasion russe, bien sûr, en Ukraine, parce qu'un pays n'a pas à envahir un autre pays. Là-dessus, on est tous d'accord.
Mais on n'ira pas plus loin. Donc aucune condamnation en dehors de ça. On constate un fait et on repart. Alors, on voit donc qu'un coin est rentré dans toute l'organisation que nous avons construite depuis fort longtemps. Et là, je voudrais faire un retour en arrière, si vous voulez, sur le plan économique. Parce que c'est une des composantes du problème. Nous savons tous ici, hein, en plus on est bien placé pour le savoir, hein, nous savons tous que la mer Méditerranée a été le cœur du monde à l'époque de l'Antiquité, avec les Grecs puis avec les Romains. Pas de problème là-dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Quand l'Empire de Rome est tombé, on a vu, après une période de flottement, on a vu le Portugal et l'Espagne devenir les puissances mondiales, au point de vue économique, en particulier avec la colonisation, l'attaque et la colonisation de l'Afrique et de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Christophe Colomb, 1492. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu après? On a vu les Français être les maîtres du monde sur le plan économique à l'époque de Louis XIV. Pas de problème. Puis ça a continué. C'est passé ensuite sur l'Empire austro-hongrois. Et au XIXe siècle, c'était chez les Anglais. On était toujours dans notre coin. Alors vous me direz, oui, mais la Chine, on va y revenir, la Chine, pendant ce temps-là, était toute puissante. Mais on ne le savait pas. Parce que l'empire, hein, décrit par Marco Polo, c'était loin, on ne savait pas comment ça fonctionnait, personne ne se rendait compte que la première puissance économique du monde jusqu'en 1750, c'était la Chine. Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? Et toutes ces petites histoires, je les raconte parce que ça vous permet de repositionner ce qui se passe aujourd'hui. Les Anglais qui ont envahi l'Inde ont lancé la production d'opium en Inde. Problème, c'est qu'il faut trouver des clients pour l'acheter. Et la plupart des gens, ils ne veulent pas acheter de l'opium parce qu'ils savent que ça abîme les populations et ça les rend malades. Donc les Anglais décident de vendre de l'opium en Chine. Et l'empereur de Chine s'oppose totalement à la vente d'opium en Chine par les Anglais. Et c'est la fameuse guerre où on va mettre en l'air l'empire chinois. Pourquoi? Parce que les Chinois, malgré Sun Tzu, parce que tout le monde nous parle de Sun Tzu et de cela, hein, mais il faut être sérieux, hein, derrière tout ça, les Chinois ne sont pas des guerriers. Les Chinois sont des commerçants, ne sont pas des guerriers. Quand vous regardez l'histoire, ils n'ont jamais envahi quiconque. Mais par contre, pour le commerce, ils sont redoutables. Et quand ils ont eu les Anglais qui sont arrivés, alors eux, très militarisés, eh bien, évidemment, ils se sont fait avoir et l'Empire s'est effondré. Je vous dis ça parce qu'on y reviendra maintenant. Il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les Anglais ont contrôlé le monde et puis, au début du XXe siècle, au tout début du XXe siècle, avant la guerre de 14, l'Amérique a commencé à prendre le pouvoir économique mondial, c'est-à-dire que le pouvoir qui était en Méditerranée s'est déplacé sur l'Angleterre, a sauté l'Atlantique et est arrivé du côté américain, sur la côte Est, hein, Boston, Washington, et ainsi, Atlanta, et ainsi de suite. Ils étaient donc dans cette zone, et les Américains ont commencé à développer une puissance économique extraordinaire, indiscutablement. Et puis durant tout le XXe siècle, en définitive, il y a eu un mouvement qui s'est fait depuis la côte Est à la côte Ouest des États-Unis, à la Californie dans les années 80. Et dans les années 2000, on a vu la bascule, le système a ressauté de nouveau, mais là c'est le Pacifique, et on l'a retrouvé en Asie. Aujourd'hui, en 2020, plus de 50% de l'économie mondiale se passe en Asie. C'est-à-dire que quand nous on croit qu'on est très fort, nous ne représentons pas, tous les Occidentaux réunis, 50% du commerce mondial. Alors il est peut-être temps de se poser des questions. Et quand vous regardez un peu plus loin, alors bien sûr tout le monde nous parle de la Chine, bien sûr, évidemment, hein, mais on ne regarde pas les pays autour. Regardez l'Indonésie. L'Indonésie, 270 millions d'habitants, 260 millions d'habitants, hein, tous musulmans. Si j'en crois ce que je lis dans les journaux français et ailleurs, un pays de 260 millions de musulmans, ça peut être que le souk généralisé, c'est la pagaille, ça ne marche pas.
Ah ouais? Eh bien, actuellement, c'est le 10e pays dans le monde et il va nous passer devant. L'Indonésie va passer avant la France dans les 20 ans qui viennent, d'après toutes les prévisions statistiques qui sont faites dans le monde. Ah, encore un pays asiatique, à côté de la Chine, à côté de l'Inde. Alors on vous dit, mais l'Inde, ils se massacrent entre eux, ils s'entendent pas entre eux. C'est vrai que c'est un pays très violent, ça c'est sûr, à tout point de vue. Mais n'empêche que l'Inde, elle continue à monter aussi, et que d'après toujours les mêmes statistiques de l'ONU, de l'OCDE, donc tous les services officiels et internationaux, eh bien, l'Inde sera en 2050 la 2e puissance économique du monde, sachant que la Chine sera la première. Ça veut dire quoi? Ça veut dire première puissance économique, la Chine. 2e, l'Inde. 3e, les États-Unis. Où seront les Européens? Il n'y aura plus dans les 10 premiers qu'un seul pays en Europe, et encore c'est pas sûr, avec ce qui se passe actuellement, c'est l'Allemagne. On pensait que l'Allemagne allait être le 9e pays sur tous les autres. Le Brésil sera devant nous, bien entendu. Avec Bolsonaro ou Lula, de toute manière, il est en train de nous passer en réalité devant. L'Inde nous a passé, et eux, ils sont en train de passer. Donc il y aura le Brésil, vous aurez l'Indonésie, vous en aurez plein. Et nous, on sera 12e ou 13e. Donc, alors ça ne fait pas plaisir à entendre. Et quand vous dites ça, les gens vous disent, mais enfin c'est scandaleux que vous osiez dire ça. Moi je veux bien, mais c'est les statistiques officielles de l'ONU et de l'OCDE. Donc on ne peut pas me dire qu'on m'a raconté des histoires. Alors, ça c'est un premier aspect. Donc l'aspect économique est très important. Mais il n'y a pas que l'aspect économique. Il y a aussi une évolution des rapports, et là on revient dans les rapports de puissance et les rapports de force. À côté de la partie économique, vous avez la partie militaire. Alors, il est évident que, vous le savez tous, le plus gros budget mondial militaire, c'est les États-Unis, avec 770 milliards de dollars d'investissement l'année dernière. C'est pas mal. Bon, c'est pas mal quand le deuxième, c'est la Chine, avec 210 milliards de dollars, c'est-à-dire 3 fois moins. Alors, pour les militaires qui sont ici, j'ajouterai une chose, vous savez tous, vous le savez sans doute, que quand on est en attaque, alors c'est valable aussi actuellement pour ce qui se passe en Ukraine, quand vous êtes en défensive et quand vous êtes en attaque, les moyens doivent différer. On dit, il y a une vieille théorie qui dit qu'il faut au moins être 3 fois plus fort en attaque qu'en défense. Tiens, le budget chinois s'adapte tous les ans au budget américain et reste 3 fois inférieur. C'est-à-dire que probablement les Chinois n'ont aucune envie d'attaquer qui que ce soit, parce que ce sont des commerçants, mais par contre ils veulent se défendre. À noter et à réfléchir. Et quand vous lisez les déclarations, en particulier d'un livre révolutionnaire qui a été fait par 2 colonels chinois, qui s'appelle La guerre sans limite, qui est paru en 1999, ils ont expliqué le truc. Comment faire pour tenir tête à la plus grande puissance militaire du monde? Et ils l'ont dit d'une manière très simple. Ils ont dit, imaginez la première flotte américaine qui croise en mer de Chine. Elle a la puissance de feu de toute la Deuxième Guerre mondiale. Donc, mal parti les Chinois. Comment peut-on faire pour les bloquer? Et la réponse est d'une simplicité totale. Ils disent, coupez-leur les liaisons radio et autres, toutes les liaisons qu'ils peuvent avoir entre leurs sous-marins, leurs avions, leurs porte-avions, leurs autres bateaux. Et ils sont à ce moment-là, ils font du chacun pour soi, ils ne peuvent plus, et c'est fini. Ils ont perdu leur puissance. Eh bien, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Quand vous voyez le développement qui a été choisi au niveau de l'armement, de certaines armes particulières, et aussi bien au niveau des Russes que des Chinois, les Russes étant inspirés de la doctrine chinoise, eh bien on voit qu'ils ont mis au point des armes dont l'objectif est justement de casser les capacités de l'ennemi, tout en sachant que l'ennemi est beaucoup plus fort que vous. Je vais prendre un exemple. Les missiles hypersoniques, vous avez tous entendu parler des missiles hypersoniques. Bon, les missiles hypersoniques, les Russes ont été les premiers à les utiliser. On a vu que les Chinois les avaient aussi, donc ils ont dû faire des échanges. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on ne sait pas les arrêter.
un des problèmes stratégiques des Occidentaux actuellement, c'est qu'on ne sait pas arrêter les missiles hypersoniques. À partir de ce moment-là, celui qui en détient, il a un avantage par rapport aux autres. Vous voyez? Et là, on est bien, et c'est là où on voit bien que, en définitive, tout doit être repensé et tout doit être regardé à travers ce qui se passe. Et une fois, comme je vous disais tout à l'heure, sans émotion, mais sur le plan factuel. Alors, la Chine se développe et continuera à se développer. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Elle a des problèmes, bien entendu, et elle en aura. Elle a des problèmes démographiques, elle a plein de problèmes, la Chine. Mais la Chine, c'est une superpuissance qui n'est pas une démocratie. Et nous, on raisonne souvent quand on parle de la Chine, comme d'ailleurs de la Russie, comme une démocratie. Ce ne sont pas des démocraties. Ce sont ce qu'on appelle, nous, des démocratures, avec un peu de démocratie, mais beaucoup de pouvoir très dur. Or, ces gens-là, ils ne réagissent pas comme nous, parce qu'ils ont le système, les chaînes de commandement, les chaînes de fonctionnement, les chaînes d'analyse ne sont pas les mêmes. Alors, je vous disais, pouvoir militaire, aujourd'hui, nous avons les Américains et on a les Chinois. Alors après, on va vous dire, les Russes, vous savez, la formidable armée russe que tout le monde craint, eh ben, elle fait simplement que 75 milliards d'investissements par an, quand la France en fait à peu près 48-50. C'est-à-dire qu'elle fait 1,5 fois la taille de la France au point de vue militaire. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'un pays qui a un budget militaire équivalent à 1,5 fois celui de la France est un danger mondial? La réponse est non. Évidemment, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Parce que vous ne pouvez pas, il faut être raisonnable quand même, vous pouvez faire du mal à l'adversaire, mais vous n'avez pas les moyens de l'écraser. Donc vous ne pouvez pas gagner. Vous pouvez éviter de perdre, mais vous ne pouvez pas gagner. Donc, on voit bien, quand on regarde ça et qu'on analyse ça, on voit bien qu'il faut peut-être qu'on change nos idées, nos paramètres, qu'on regarde un peu les choses différemment, vous voyez, sur le plan militaire. Et quand vous regardez, quand vous regardez l'OTAN, qui a été conçue comme une organisation de l'Atlantique Nord, qui était conçue pour nous défendre contre l'Empire soviétique, il ne faut pas l'oublier, c'est comme ça qu'on l'avait conçue, eh bien, on a vu, il y a 2 ans, Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, dire maintenant ce qu'il faut qu'on prépare, et ça devait se faire cet été, mais ils ont reporté la décision, c'est qu'il faut que l'OTAN abandonne la notion territoriale de l'Atlantique Nord pour accompagner les Américains dans leur guerre contre la Chine. La grande idée de Trump, entre autres. Hein. Donc, on voit bien que là aussi, eh bien, les choses ne sont pas si claires que nous voulons entendre. Alors, je parlais de l'économique, je parlais du militaire, mais il y a aussi, bien sûr, les relations diplomatiques et qui vont se mélanger avec le reste. Et là, il faut remonter, souvenez-vous, aux théories des années 40, 50, à savoir celle du général de Gaulle, d'un côté, et celle des Allemands. Alors, je dirais les Allemands plutôt un peu avant, les Allemands, la tendance des nazis. Les Allemands disaient, selon une théorie stratégique qui est très connue, mais depuis 100 ans, ils disaient l'Europe, la puissance européenne se détient par le pays qui est au cœur de l'Europe, au centre de l'Europe, et bien sûr, ils ajoutaient, c'est l'Allemagne. Quand les Anglais, à la même époque, disaient la puissance au niveau mondial, c'est la mer, hein, celui qui contrôle les mers, il contrôle l'ensemble des terres. Théorie qui a repris ensuite, qu'ont repris les Américains. Bon. Quand vous voyez cette théorie-là, quelle est la théorie française qui s'est opposée depuis ce moment-là, et qu'on a vu en particulier avec le général de Gaulle, puis après avec le président Mitterrand, car tous les deux avaient la même interprétation. Il disait, pour éviter que l'Allemagne soit trop puissante, il faut que la France ait un lien avec la Russie. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça ne veut pas dire qu'on s'entend bien, mais ça veut dire qu'on a des alliances qui nous permettent de contrôler la puissance allemande qui est au milieu. C'était la théorie de Gaulle, vous pouvez relire tous ses livres, qui a été suivi par un certain nombre de ses successeurs, hein.
Et c'est celle qu'avait dit le président Mitterrand aussi, quand on l'a très mal compris à l'époque de la chute du mur de Berlin. Il a été voir Gorbatchev. Alors tout le monde a dit, je me souviens à l'époque, on l'a traité de petit télégraphiste, hein, qui avait été prendre ses ordres à Moscou, alors qu'en réalité, ce qu'il essayait de faire, c'est de dire aux Russes, bon, tout est en train de s'effondrer, mais il faut absolument qu'on arrive à se protéger les uns les autres d'une puissance trop puissante au milieu, l'Allemagne. Quand je vous dis ça, je ne suis pas contre les Allemands. Je suis en train de vous dire, sur le plan de l'analyse stratégique, les rapports de force qui sont importants. Or, qu'est-ce qui vient de se passer? Durant les 20 dernières années, on peut dire pratiquement, en l'an 2000, Poutine, 2002, quand Poutine est élu chef de l'État russe, il dit, vous pouvez vous référer à son discours de l'époque, il dit « ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit associé à l'Europe ». Donc lui, il fait une ouverture vers l'Europe. Et c'est Angela Merkel qui, de l'autre côté, et ça se comprend, elle arrive d'Allemagne de l'Est, elle est fille de pasteur, elle a souffert du système soviétique pendant tout le temps où elle a vécu en Allemagne de l'Est. Donc elle ne les aime pas, elle les connaît, mais elle ne les aime pas. Et Merkel dit « il n'en est pas question. Pas question de laisser les Russes venir avec nous ». Pour ma part, je pense que c'est une première erreur stratégique. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Parce qu'on aurait probablement pu faire quelque chose. Et qu'est-ce que va faire Merkel? Et c'est très intéressant, parce qu'on est en train d'en payer les conséquences aujourd'hui. Merkel, elle dit, pour être indépendante et être toute puissante, et elle suit en partie ce que lui disait Schröder, le chancelier Schröder, qui avait commencé à jeter les bases avant elle. Elle dit, pour être puissante, c'est très simple. Il faut qu'on ait 3 axes. La défense, on l'assurera en Europe avec les Américains. Clair. Entre parenthèses, elle dit ça, elle l'a fait pendant 20 ans. Les Français n'ont toujours pas compris. On s'est obstiné à parler avec Mme Merkel de défense européenne. Elle n'en a jamais voulu. Et quand aujourd'hui, on voit l'effondrement des contrats d'armement entre la France et l'Allemagne, il ne faut pas s'étonner, c'est simplement la suite logique de tout ce que je viens de vous dire. Merkel, elle dit ensuite, elle dit, pour l'économique, pas folle, elle dit, comme le développement il est en Asie, nous, on va jouer la carte chinoise. Et l'Allemagne devient le premier partenaire économique de la Chine en Europe. Entre parenthèses, avant de partir, Mme Merkel, avant de quitter son poste de chancelière, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a signé l'accord économique qui garantit la continuité des actions de l'Allemagne vers la Chine, hein, et qui a un peu déplu à un certain nombre d'opérateurs européens, dont la France, qui a dit « mais ça favorise trop ouvertement l'Allemagne ». Peut-être, mais ça a été signé. Hein. Et ça engage tous les pays européens. Et puis il y avait le troisième volet, c'est que comme elle se souvenait quand même qu'il fallait être bien avec les Russes, parce que malgré tout, elle en avait besoin, hein, et qu'il ne fallait surtout pas que ce soit les Français qui se mettent bien avec les Russes parce qu'ils seraient trop puissants, elle va jouer les énergies avec la Russie. Donc la stratégie de Mme Merkel, c'est simple, défense les Américains, les énergies les Russes, l'économique la Chine. Et si vous regardez tout ce qui s'est fait depuis 20 ans, ben avec cette clé, vous allez comprendre beaucoup de choses sur ce qui s'est passé en Europe. En particulier, sur l'économique, à partir du moment où elle a développé tout ça, elle va jouer, elle a un problème, c'est que l'Allemagne est un pays qui est très riche, qui paye très bien les gens. Les salaires en Allemagne sont très importants. Donc les prix de revient de la main-d'œuvre est très élevé. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va transférer la production à fort coût de main-d'œuvre sur tous les pays du nord de l'Europe, qu'on appelle maintenant les pays du groupe de Visegrad. Et on voit donc, il y a une magnifique manœuvre. Il faut saluer, hein, quand les gens sont bons, il faut les saluer, les respecter. Hein. Mme Merkel a fait un formidable développement vers le nord de l'Europe. Et nous, quand le président Sarkozy, voyant ce qui se passait, parce que quand même, les Français y comprennent quand même un petit peu, hein, donc voyant ce qui se passait, a dit, mais il faut qu'on fasse le pendant de tout ça, on va développer l'euro-méditerranée. C'est-à-dire que les pays du sud de l'Europe, eh bien nous, on va s'associer aux pays autour de la Méditerranée pour jouer la même chose que ce que font les Allemands
avec les pays du nord de l'Europe, hein, pour les questions de main-d'œuvre et pour être plus efficace. Et qu'est-ce qu'a fait Mme Merkel? Elle a saboté Euroméditerranée. Vous pouvez reprendre tout ce qui s'est passé dans les accords, et à Bruxelles en particulier. Elle a tout saboté pour empêcher que les Européens du Sud, ce que les gens du Nord appellent le Club Med, hein, qu'on nous appelle le Club Med, qu'on ne travaille pas beaucoup et on bronze souvent. Hein. Donc, eh bien, ils ont empêché qu'on puisse réaliser ça. Donc, si vous voulez, alors, à partir de là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous voyez, je vous mène un peu à peu partout, je suis en train de vous montrer ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a, en Europe, on a les pays du Sud qui sont effectivement plutôt marginalisés qu'autre chose. Et le couple franco-allemand, ça je pense que maintenant tout le monde l'a compris, qui est mort. Hein, ben, les politiques peuvent nous faire des sourires, c'est pas vrai, c'est fini, c'est terminé. À tel point d'ailleurs qu'on dit même qu'en contrepartie des efforts qu'il fait pour l'OTAN et pour l'Ukraine, Olaf Scholz, le chancelier allemand, leur aurait demandé le siège de la France au Conseil de sécurité. Enfin ça, comme c'est pas vérifié, je vous dis, on le dit, mais je n'ai pas vérifié, je ne peux pas vous assurer que c'est vrai. Mais il y a quand même des questions qu'on se pose, puisqu'il y a déjà plusieurs années, au Parlement européen, et il y avait eu un vote majoritaire qui avait dit, mais pourquoi le siège du Conseil de sécurité n'appartient pas à l'Europe, et donc, au lieu d'appartenir à la France? Donc de toute manière, on se prépare, vous allez voir les manœuvres dans les années qui viennent, vous allez voir qu'au Conseil de sécurité, nous, on va se faire attaquer sérieusement. Ça, c'est un point. Mais c'est un point qui s'intire avec tout le reste, à savoir la perte d'image, de puissance et de capacité du sud de l'Europe par rapport au nord. Alors vous me direz, oui, nous, on a une armée. C'est vrai. On a même aujourd'hui, enfin, on avait, jusqu'à la guerre en Ukraine, certainement la meilleure armée de l'Europe, de l'Union européenne, puisque les Anglais étaient partis, et sachant que la meilleure armée de l'OTAN, c'est l'armée turque. Là-dessus, il n'y a pas. Et c'est pour ça que les Américains s'appuient sur les Turcs. Mais, comme vous avez pu voir, notre armée, elle n'a pas été conçue du tout pour faire la guerre en Europe. Elle a été conçue comme force de projection pour aller faire la guerre à l'extérieur, et elle savait très bien la faire. Ou du moins, on pensait qu'elle savait très bien la faire, et elle l'a fait bien d'ailleurs, hein, mais il n'empêche qu'en Afrique, on se fait mettre dehors. Pourquoi? C'est parce que nous avons oublié un principe essentiel, c'est que quand on fait la guerre, il y a une partie militaire, mais à côté, il y a un accompagnement civil pour se rallier les populations. Je vous rappelle la phrase de Mao Tse-tung, on doit être comme un poisson dans l'eau. Or, si vous regardez ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso et en Centrafrique, nos militaires ont fait parfaitement leur mission de guerre, mais par contre, on n'a pas su fraterniser avec les populations. Et on le paye très cher aujourd'hui. Alors vous me direz, c'est pas Wagner qui va nous remplacer. Hein, parce que Wagner, alors pour fraterniser avec les populations, on peut sourire. Hein, mais le problème n'est pas le même. Poutine a envoyé Wagner en Afrique, pas du tout pour ça. C'est parce que Poutine a décidé, dans le cadre de ça, quand il préparait ce qui pouvait se passer, avec d'autres, il a décidé que la référence ne serait plus le dollar. La référence serait l'or, l'étalon or. Pour ceux qui se souviennent, il y a très longtemps, les Français, avec Jacques Rueff, avaient dit la solution, c'est pas de prendre le dollar comme une référence, c'est de prendre l'or. Or, c'est ce qu'a fait Poutine. Comment sont payés les gens de Wagner en Afrique? Pas en argent. Ils sont payés en mine d'or. Wagner intervient quand on lui donne la gestion de mines d'or africaines. Il en a pris en Centrafrique, il en a pris au Mali, et il vient d'en prendre au Burkina Faso. Vous voyez qu'on est loin de tout ce qu'on peut... Ça, c'est des faits. C'est des faits. Hein? Et d'ailleurs, si vous vous posez la question de savoir pourquoi le rouble a mieux résisté, beaucoup mieux résisté que prévu, hein, aux sanctions, alors que l'euro s'est effondré de 20%, hein, le rouble a tenu parce que le rouble est adossé à de l'or. Parce que ça fait 10 ans qu'ils achètent de l'or partout et qu'ils raflent tout l'or disponible. Et qu'étant adossé sur l'or, évidemment, ça garde une valeur.
Vous voyez? Alors que s'ils étaient adossés sur le dollar, ben on a vu les Américains qui disent « Ah ben, c'est du dollar, donc je vous les saisis parce que c'est à nous. » Ben, évidemment, les autres ne sont pas idiots. On leur a fait le coup une fois après la Crimée, ils l'ont compris. On leur a pas refait une deuxième fois. Donc, nous sommes dans tout cet environnement, très complexe en définitive, où il y a des jeux dans tous les sens. On voit bien que, pour revenir à ce que je vous disais au départ, un certain nombre de pays sont en train de nous en lâcher. Et alors, ce qui est important, c'est de voir par rapport à nous, les Occidentaux, l'OTAN, l'Europe, les États-Unis, comment ça se restructure. Parce qu'on parle tous de la Chine, bien sûr, mais il n'y a pas que la Chine. Il y a plein d'autres pays qui sont aujourd'hui avec une vision du monde qui n'est plus la même que la nôtre. Et en particulier les fameux BRICS. Vous savez, les BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Ça, c'est un groupe qui date d'il y a 20 ans, un groupe de pays qui a commencé à travailler ensemble, mais ils n'arrivaient pas vraiment à s'entendre. Et là, récemment, non seulement ils commencent à s'entendre, mais on a appris que le Brésil et l'Argentine demandaient de rentrer dans les BRICS. On a appris que l'Indonésie voulait rentrer dans les BRICS. On a appris que les Émirats arabes unis voulaient rentrer dans les BRICS et que l'Arabie saoudite aussi. Et quand vous ajoutez tous ces pays-là, vous dites, mais attention, là, on est à plus de 50% du commerce mondial, de l'économie mondiale et autres. Ils sont plus puissants que nous. S'ils se mettent d'accord, ils sont plus puissants que nous. Donc là, il y a un risque considérable. Et or, malheureusement, on voit qu'ils sont en train de négocier et de discuter. Et avec deux conséquences qui avaient été annoncées il y a 5 ans, mais qui commencent à prendre forme, c'est de faire un autre FMI, le Fonds monétaire international, pour remplacer le dollar par un panel de monnaies qui serait les leurs, de manière à ne plus dépendre du dollar et de ne plus dépendre non plus des lois extraterritoriales américaines, vous savez, qui permettent de poursuivre tout le monde à partir du moment où vous utilisez du dollar. Donc, on assiste actuellement à un mouvement très fort de pays, de grands pays, vers ces BRICS. Et donc, ça nous pose un vrai problème, parce qu'ils vont devenir aussi très importants au niveau de toutes les organisations internationales en tant que bloc. Deuxième élément, du fait des sanctions, les Russes ont carrément basculé, ont lâché l'Europe et maintenant jouent la carte asiatique. Bon. Là aussi, alors on peut dire on a eu raison, on a eu tort, je vous disais tout à l'heure sur les sanctions, est-ce qu'on a eu raison de faire toutes ces sanctions ou pas, est-ce qu'il ne fallait pas en faire d'autres? Tout ça c'est très compliqué. Mais ce qui est certain par contre, c'est qu'on a eu de très mauvaises surprises. Et ce n'est pas les Russes qui nous ont fait la mauvaise surprise, c'est ce que je vais vous expliquer. C'est quand on a dit aux Russes, on va arrêter le système d'échange interbancaire qui s'appelle SWIFT, qui est basé à Bruxelles, en disant ça va les ruiner, puisqu'ils ne pourront plus faire du commerce avec d'autres pays. Eh bien, on a découvert que les Chinois avaient mis en place un système équivalent qui s'appelle le CPIS, qui marche très bien, et qui, depuis le début de la guerre en Ukraine, est en train de monter en puissance. Parce que de plus en plus de pays font des opérations avec les Chinois comme ça. Dans le même temps, on a vu aussi les Indiens négocier avec les Russes en payant en roubles, donc en mettant en l'air la référence dollar, alors que, il ne faut pas l'oublier, depuis les accords de Bretton Woods, c'est-à-dire depuis 1946, eh bien, normalement, toutes les opérations financières d'énergie dans le monde sont faites en dollars. Eh bien, c'est fini. C'est fini puisque les Saoudiens ont accepté d'être payés en yuan par les Chinois, les Indiens payent en roubles les Russes, donc on est parti pour d'autres systèmes. Et ça revient dans ce que je vous disais sur les BRICS et ces mouvements financiers. Donc, mouvements financiers, mouvements bancaires, tout est en train de bouger. Et bien sûr, et il faut être raisonnable, ça ne va pas se passer en 8 jours. Ces 9 mois qui viennent de s'écouler ont changé beaucoup de choses parce qu'elles nous ont permis de voir des choses qu'on savait, qu'on voyait venir, mais auxquelles on ne croyait pas.
Parce que c'est ça la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on ne pensait pas qu'en face de nous, eh bien, les gens pourraient évoluer aussi vite. On savait qu'il y avait des tentations, c'est normal, les gens ne sont pas toujours d'accord avec les puissants, comme on dit. Mais là, on s'aperçoit que ce n'est pas ça. Là, ils commencent à voler de leurs propres ailes. Et ce n'est qu'un début, évidemment. Alors, comment on peut faire? Parce que c'est ça, une fois qu'on a constaté ça, qu'on voit que l'Europe, elle est en très mauvais état, hein, au point de vue de la valeur de l'euro, au point de vue des tensions entre les différents pays, hein, et le reste. Je reprends sur l'euro un point. Je vous disais le groupe de Visegrad tout à l'heure, mais le groupe de Visegrad, c'est les pays du nord de l'Europe. La Hongrie et la Bulgarie sont en opposition totale avec tous les autres pays d'Europe actuellement sur le problème de l'énergie. La Pologne, elle, joue la carte américaine et remplace l'Angleterre chez nous, dans l'Union européenne. Alors vous me direz, pourquoi la Pologne? C'est extrêmement simple. Il suffit de regarder, mais les gens ne regardent pas. Il suffit de regarder la carte. La deuxième ville de Pologne, après Varsovie, hein, c'est pas Cracovie, c'est Chicago. La deuxième ville où il y a le plus de Polonais vivants, c'est Chicago. Donc il y a des liens extraordinaires entre les Américains de Chicago, hein, et les Polonais. Donc les Polonais toujours joueront américains. Et moi je me souviens quand le président Chirac avait fait une colère épouvantable, quand il avait découvert que les Polonais venaient de rentrer dans le marché commun, dans l'Union européenne, bon, on leur avait donné de l'argent pour qu'ils se mettent au niveau de l'Europe, et ils avaient acheté des avions de chasse américains. Et Chirac, il était furieux. Il disait, mais enfin, ils prennent notre fric et ils vont le donner aux Américains. C'est scandaleux. Oui, mais on sait qu'on avait mal vu, on avait été mauvais dans le service de renseignement, parce qu'on n'avait pas compris que les liens entre les Polonais d'outre-Atlantique et les Polonais du pays, ben, ils étaient plus forts que le reste. Et on revient bien à ça. Et je reviens à ce que je disais au début sur l'émotionnel. Il faut être factuel, il faut être rationnel, il faut regarder les choses froidement. Et quand vous les regardez froidement, vous comprenez beaucoup de choses. Seulement, c'est un peu gênant, parce que ça, de temps en temps, ça nous perturbe. Hein, parce que ça nous met en face de nos vérités. Et on n'aime pas être en face de la vérité. On préfère avoir une vérité arrangée, qui nous va bien. Hein, mais on a du mal à regarder en face des choses. Alors, je vous disais donc, tous ces pays, vous allez me dire, oui, mais là, Juillet, il exagère quand même, parce que hein, l'Inde, on sait bien que nos ministres se sont succédés, les ministres européens, Mme von Leyen, Blinken, l'Américain, tous ont été en Inde pour dire il faut nous aider contre la Russie. Ah oui, donc ils sont avec nous. Ils ne le disent pas, mais ils sont avec nous. Ah oui. Alors expliquez-moi pourquoi, il y a un mois, dans un exercice militaire dont personne n'a parlé en France, malheureusement, qui s'appelle Vostok 2022, à la frontière de la Mongolie, alors qu'ils sont en pleine guerre en Ukraine. Les Russes ont envoyé 50 000 hommes et tout leur matériel de pointe qu'ils n'utilisent pas en Ukraine actuellement. Matériel militaire. Les Chinois ont fait pareil. Jusque-là, c'est normal, ils s'entendent bien, ils travaillent ensemble. Ah ouais. Mais qui y avait comme autre pays? L'Algérie. Il y avait l'Inde. Et il y avait l'Algérie. Pendant que nous, on envoyait 13 ministres en Algérie, l'Algérie envoyait ses soldats faire une manœuvre avec les Chinois, les Indiens et les Russes. Eh oui. Eh oui. Et vous croyez que c'est un allié, l'Algérie? Vous pensez sérieusement que c'est un allié? Vous voyez, donc, là encore, il faut regarder les choses en face, si vous voulez. Hein, et vous comprenez aussi. Et on voit bien, donc, on est dans un environnement. Alors, entre parenthèses, pour ceux que ça intéresse sur l'Algérie, ils ont acheté 5 sous-marins d'attaque russes, non, évidemment, non nucléaires, mais avec 5 sous-marins d'attaque, vous pouvez bloquer le détroit de Gibraltar. Je vous le signale, hein, pour ceux que ça intéresse. Avec 5 sous-marins, on bloque le détroit de Gibraltar, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la Méditerranée on ne peut plus en sortir ou y rentrer. Problème. Vous voyez, entre autres. Donc, vous voyez, tout ça, c'est compliqué, mais tout ça, ça bouge. Eh bien, en géopolitique, il faut qu'on tienne compte de tous ces éléments et qu'on les regarde. Je voyais, moi, avant-hier, il y a l'élection de M. Lula comme président du Brésil. Bon.
Au-delà du fait qu'on nous avait annoncé que Bolsonaro n'accepterait jamais et ferait un coup d'État. C'est pas vrai, il l'a pas fait. Au contraire, il a dit aux gars, arrêtez les barrages et rentrez chez vous. Bon. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse, moi. Bolsonaro ou Lula, je vais vous dire, pour nous, Français, c'est la même chose. Le problème, c'est que avec qui ils sont l'un et l'autre? Avec la Russie. Tous les deux, ils approuvent l'invasion ukrainienne par les Russes. Et Lula et Bolsonaro. Alors, quand je vois qu'on dit « Ah, nos amis ont gagné en Amérique du Sud, au Brésil », je suis un peu inquiet sur la capacité de voir la réalité ou d'écouter la réalité par certains. Vous voyez? Donc, tout ça pour montrer, et je pourrais vous citer, je pourrais vous tenir des heures là-dessus pour vous raconter plein d'histoires. Ça n'arrête pas dans le monde actuellement. Il y a un rebrassage des cartes de partout. Et il va falloir sérieusement qu'on se mette en face de la réalité, c'est-à-dire se dire comment on peut se sortir de ça. Alors, l'Europe ne va pas bien. Je vous le disais tout à l'heure, c'est clair. Est-ce que l'Europe est capable, à 28 et peut-être bientôt 29 ou 30, puisqu'on va en rajouter 29 avec l'Ukraine si elle rentre, et 30 avec les pays des Balkans, 30 et 31 avec les pays des Balkans, si véritablement, est-ce qu'on est capable, avec une mosaïque de pays comme ceux-ci, et l'Europe aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de faire une politique européenne commune? Objectivement, aujourd'hui, on n'en prend pas le chemin. Parce qu'on voit que les oppositions des uns ou des autres, lisez les déclarations des hommes politiques. Regardez Mme Meloni, qui vient de se faire élire en Italie. Bon, les Français disent, c'est pas bien, elle est d'extrême droite, donc elle est venue de l'extrême droite, donc on va la surveiller. À quoi elle répond, mais dites donc, depuis quand un pays se permet de juger un autre pays sur une élection démocratique? Ce qui, entre parenthèses, n'est pas totalement idiot, quel que soit ce qu'on peut penser sur la Madame Meloni. Mais ce qui est plus grave que ça, c'est que Madame Meloni, elle dit « je vais aller à Bruxelles », elle y est allée aujourd'hui d'ailleurs, elle veut négocier, parce que derrière, si vous lisez bien son programme, elle dit « je suis pour l'Europe, je suis pour l'Ukraine, la défense de l'Ukraine, et ainsi de suite, mais il faut faire changer l'organisation de l'Europe ». C'est la même chose que disent les Hongrois, c'est la même chose que disent les Bulgares, c'est la même chose que disent les Polonais. Alors, comment est-ce qu'il n'est pas temps? Effectivement, c'est une question qu'il faut se poser. Moi, je n'ai pas la réponse. Bien entendu, moi, je ne suis pas là pour faire de la politique. Moi, je suis là pour analyser les choses le plus froidement possible. Est-ce qu'il n'est pas moment, il ne faut pas qu'on arrive effectivement à se repositionner, à reposer l'Europe, reconstruire une Europe différente, pour essayer d'être un peu plus en cohésion entre les uns et les autres. Parce que pour le moment, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, pratiquement. La seule chose qui nous fédère aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Pourquoi? Parce que les Américains nous ont mis une pression terrible sur tous les pays européens. Il ne faut pas se leurrer. Et les Américains, eux, et c'est là où c'est terrible. Vous savez qu'il y a les midterms américaines, il y a les élections intermédiaires américaines dans 8 jours. Le 8 novembre, dans moins de 8 jours. Tous les sondages actuels donnent les républicains gagnants, et même mieux gagnants que prévu, aussi bien au Congrès qu'à la Chambre des représentants. Ça veut dire quoi? C'est M. Biden lui-même qui l'a dit, il y a 3-4 jours. Il a dit, si les républicains gagnent, ils vont réduire les investissements en Ukraine. Parce que les républicains sont contre l'histoire de l'Ukraine. Alors pourquoi? C'est parce qu'ils suivent la doctrine Trump. La doctrine Trump était très simple. Là aussi, on ne l'a pas bien... Alors, le personnage est tout ce que vous voudrez, on est bien d'accord. Mais moi, je ne parle pas du personnage, je parle de sa doctrine. La doctrine Trump, elle est très simple. L'ennemi, pour les États-Unis, si nous voulons rester les leaders mondiaux, c'est la Chine. Et il faut être prêt à aller jusqu'à la guerre contre la Chine. Mais pour pouvoir attaquer la Chine, c'est ce que disait Trump quand il était président, pour pouvoir attaquer la Chine, il faut qu'on soit sûr qu'en Europe, la Russie ne bougera pas. Et pour ça, il faut une OTAN forte par les pays européens. D'où la demande de Trump d'investir plus en Europe dans la défense OTAN pour contrôler la Russie. Il ne parlait pas d'envahir, de défendre l'Ukraine,
C'était, vous le contrôlez pour que nous, on puisse aller de l'autre côté, taper sur les Chinois. Et si on prend, alors là, ce qu'on appelle le piège de Thucydide, hein, qui est le moment favorable pour faire la guerre entre les États-Unis et la Chine, tout le monde est d'accord pour dire que ça peut être entre 2027 et 2035. Après, c'est trop tard. Après, les Américains ne peuvent plus gagner. Avant, ils n'ont pas intérêt, ne serait-ce que parce que la Taïwan serait touchée. Et je vous rappelle qu'actuellement, tous les microprocesseurs qui équipent le matériel militaire américain, sont faits à Taïwan. Si Taïwan arrêtait de produire dans le cadre d'une guerre, eh ben, le système s'arrête. Donc c'est pour ça que M. Trump avait demandé qu'on fasse une usine de semi-conducteurs copie de celle de Taïwan aux États-Unis pour pouvoir être indépendant. Or, cette usine, elle sera terminée en 2026. C'est pour ça que je vous dis, à partir de 2027, ils peuvent faire des choses. Donc, ça c'était la doctrine Trump. Bon, la doctrine des néoconservateurs américains, celle de Brzezinski, mais qui a été reprise par le président Biden et par les néoconservateurs en général, c'est de dire non, on écrase d'abord la Russie et après on s'occupera de la Chine. Et pour écraser la Russie, il faut qu'on aille dessus. Bon, alors je ne vais pas passer sur tous les détails, mais on voit donc ces deux stratégies totalement différentes. Le problème, c'est que si les républicains, comme je viens de vous le dire, et tout l'indique, se retrouvent majoritaires au Congrès, à la Chambre des représentants, ils vont faire pression dans le sens que je vous dis. Et je vais vous dire, moi, alors ça n'engage que moi, parce que là, j'ai aucune information, je précise tout de suite là-dessus. Mais dans ma petite tête, j'ai un cauchemar. C'est que, dans cette affaire ukrainienne, sous la pression républicaine, les Américains négocient directement avec les Russes l'arrêt des combats, en laissant tomber les Ukrainiens. Et alors là, ça sera terrible pour les Ukrainiens, mais ça sera terrible aussi pour tous les pays européens qui sont sacrément mouillés là-dedans. Et entre parenthèses, c'est ce qu'ont fait les Américains avec les Afghans. Hein, ils ont laissé tomber les Afghans au profit des talibans. C'est ce qu'ont fait les Américains en Syrie en laissant tomber les Kurdes. Toujours pareil, hein, on utilise les autres comme chair à canon et après on s'en va. Donc j'espère que je me trompe, mais là je vous dis, là c'est pas factuel, c'est une réflexion que je me fais, mais je ne suis pas la seule à la faire. Hein. Mais je ne suis pas la seule parce que beaucoup de gens commencent à se poser cette question-là et on attend avec impatience de voir qu'est-ce qui va se passer après le 8 novembre, après les midterms américaines. Parce que toutes les cartes sont entre les mains des Russes et des Américains, bien entendu, comme vous l'avez compris, nous là-dedans on ne compte pas. C'est évident. Hein. Alors, dernier point sur lequel puis je suis un peu... Ça va? Je suis dans les temps là? Ça va? Vous avez dépassé le temps avec la complicité de Pierre Fournier. Bon, alors ça va. Alors je vais arrêter là, puis comme ça, après, vous pourrez poser des questions. Bon, dernier point, si vous voulez, qui me paraît également très, très important, c'est effectivement ce qui s'est passé en Chine. Parce que je vous ai parlé de la Chine qui est en puissance, qui est en train de grimper. Alors, c'est vrai qu'elle ne va plus grimper à 7% par an, 8% par an. Hein. Elle va grimper à 3, 4, 5%, mais ça suffit. Hein. Ça suffit par rapport à nous qui ne grimpons pas du tout. Autant vous dire que l'écart, il s'aggrave tous les ans. Bon. Et ce qui est intéressant de voir, c'est l'histoire de Xi Jinping. Parce que beaucoup d'analystes sur la Chine ont pensé que Xi Jinping allait avoir des problèmes parce que sa stratégie anti-Covid, qui faisait bloquer des villes entières et qui a mis en l'air et qui a touché très sérieusement l'économie chinoise, on a dit c'est pas possible, ils vont lui faire payer. Ils vont lui faire payer, le système va lui faire payer. Or, vous avez vu que pas du tout. Non seulement ils ne l'ont pas fait payer, mais tous les hommes qui ont été élus ou choisis autour de lui sont tous des proches collaborateurs de Poutine. Et le seul qui voulait, à la chinoise, faire un froncement de sourcils, qui s'appelle Hu Jintao, qui a été le grand chef de la Chine il y a 15 ans, je ne sais pas si vous avez vu le film de la dernière journée du Congrès, il s'est fait expulser du Congrès manu militari par les appariteurs, hein, ce qui pour les Chinois est l'humiliation suprême, bien entendu. Hein. Donc ça veut dire que Xi Jinping sort de ce Congrès plus fort que jamais. Et ça, il faut en être conscient, parce que ça veut dire qu'ils sont tous derrière lui. Ce qu'on ne croyait pas, on espérait qu'il y avait des... Bon, ils sont tous derrière lui. Et donc, dans les années à venir,
il va pouvoir continuer sa politique, qu'il a déjà expliqué. Et il faut faire très attention là aussi, parce que comme je vous le disais au départ, les gens parlent de Xi Jinping, on voit ses déclarations au Congrès, mais il faut lire les objectifs du plan qui a été fixé pour les Chinois. Par exemple, dans son plan, qu'il commence à mettre en œuvre, hein, il y a le retour à la tradition, à la vieille Chine. Donc il flatte, je dirais, l'histoire de la Chine. Mais quand il flatte l'histoire de la Chine, c'est aussi pour nous dire, n'oubliez pas que juste en 1750, c'était nous qui étions les maîtres du monde et on va revenir. Hein, comme dit l'autre, we come back. Hein. C'est clair. Donc, c'est très clair. Donc, lui, et tout le peuple de Chine est avec lui. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a les Ouïghours. Hein. Les Ouïghours, eux, ils ne sont pas d'accord, et pour cause des malheureux, parce qu'ils souffrent. Hein, ils sont mis dans des camps. Mais je ne sais pas si, en travaillant sur les Ouïghours, je ne sais pas si vous avez remarqué un truc amusant, enfin, amusant, pas pour ces pauvres gens, bien sûr. C'est que les défenseurs de l'ordre musulman, c'est bien les talibans, non? D'accord? Comment se fait-il que les talibans, qui ont une frontière avec la Chine, se préparent à faire passer un pipeline, même plusieurs, les remplaçants du Nord Stream, qui viendront d'Iran vers la Chine en passant par le pays ouïghour, et eux trouvent normal que les Chinois traitent les Ouïghours comme ça, hein, alors qu'ils sont à côté, et eux ne disent rien. Parce que ce qu'ils veulent, c'est faire des affaires avec les Chinois. Vous voyez? Et là encore, si je vous cite ça, c'est pas pour rien, pour terminer cette conférence, c'est pour vous dire que arrêtons de réagir émotionnellement. Essayons de comprendre le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Et pour conclure, je vous dirais une chose, c'est que s'il y a une chose qui est certaine, c'est que la démocratie à l'occidentale, elle a vécu. C'est fini. Les valeurs dites universelles que nous avons mises à travers le monde, hein, que nous avons défendues, que nous avons implantées à travers le monde, à l'époque des colonialisations de tous les grands pays, de toutes les grandes puissances, ça ne passe plus. Aujourd'hui, chaque zone du monde a ses propres valeurs. Et il faut être très colonialiste pour croire que les nôtres sont encore les seules bonnes dans le monde. Donc la conclusion de tout ça, c'est que donc, je crois que si on veut comprendre, après avoir compris correctement, si on veut faire face à la situation actuelle, si on veut reconstruire un avenir, et il existe pour des pays comme les nôtres, il faut commencer par apprendre l'humilité, de savoir que nous ne sommes plus les gendarmes ou les puissants ou les intellectuels du monde, nous ne sommes qu'un pays parmi les autres, mais oui, il y a d'autres pays qui ont les mêmes valeurs, peut-être qu'on peut peser un peu sur ce qui est en train de se passer. Merci.